Bonjour Fabrice, on est ravi de vous retrouver. Donc pour cette troisième séance de Il était une fois la géopolitique, vous avez décidé d'aborder comme thématique la Russie. Alors j'ai envie de vous poser la question, pourquoi avoir choisi cette thématique sur la Russie? Bonjour Xavier, bonjour à toutes et à tous. J'ai trouvé que la thématique relative à la Russie était assez intéressante ou judicieuse. D'abord parce qu'il faut bien reconnaître que depuis 12 mois, le grand vainqueur en géopolitique ou en relations internationales, c'est la Russie et Vladimir Poutine. On va pouvoir s'en expliquer. Ensuite, parce que c'est souvent un sujet qui plaît beaucoup à nos étudiants. Ils ont une sorte d'intrigue, on va dire de fascination par rapport à Vladimir Poutine. Et enfin, il y a une troisième raison à ça. C'est une thématique qui permet particulièrement bien de mettre en exergue ou en évidence un certain nombre de logiques des relations internationales d'une part et de stratégies d'autre part. Fabrice, pour commencer, il me paraît important de resituer la Russie dans son contexte afin de bien cerner ses spécificités. C'est très juste, c'est un constat qu'on pourrait faire pour l'ensemble des 193 États qui sont reconnus à l'ONU, mais il faut rappeler quand même que la Russie, de ce point de vue-là, a des différences qui sont plus particulières, notamment d'un point de vue géographique, d'un point de vue historique, sociologique, et puis aussi en termes de relation à l'espace, et je vais essayer de m'en expliquer de la manière la plus simple possible. D'un point de vue géographique, il est utile de rappeler que la Russie, c'est 19 millions de kilomètres carrés qui s'étalent sur 11 fuseaux horaires. Donc c'est l'État le plus grand et de loin en termes de superficie de la planète, ce qui veut dire qu'un gouvernement russe ou que le chef d'État russe doit quand même se pencher sur un espace particulièrement important. Ça, c'est la première chose qui me paraît fondamentale de souligner. Et on verra d'ailleurs que paradoxalement, ça a des conséquences sur les liens de la Russie au monde, et notamment par rapport à son lien avec la mer. La deuxième chose, c'est l'histoire russe. En réalité, aujourd'hui, je trouve que beaucoup d'observateurs oublient beaucoup trop rapidement que la Russie n'a jamais eu de période véritablement démocratique. On a eu bien sûr la période tsariste jusqu'en 1917, puis il y a eu l'enchaînement des deux révolutions en 1917 pour amener Lénine, puis l'épisode stalinien. Or, ça a été particulièrement sanglant, il faut quand même le rappeler aujourd'hui, on estime qu'il y a eu 40 millions de victimes sous le régime de Staline, et en plus de ça, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, qui a fait à peu près entre 15 à 20 millions de morts, les spécialistes ne sont pas d'accord sur les chiffres, donc on a une période qui est très très sanglante, mouvementée, avec en plus des régimes qui sont très autoritaires. Donc ça fait déjà une deuxième spécificité sur la Russie. C'est difficile de faire une comparaison avec les démocraties occidentales telles qu'on les connaît par exemple au sein de l'Union européenne. Et puis il y a un troisième point qui me paraît fondamental et sur lequel je souhaiterais m'attarder un peu plus, c'est le lien de la Russie avec son espace. C'est-à-dire que d'abord, la Russie est l'un des trois États qui est à cheval sur deux continents. Bon. D'une part l'Europe, d'autre part l'Asie ou l'Asie du Nord, dans l'hémisphère nord, ce qui veut dire que dans son histoire, la Russie a toujours hésité, balancé, tergiversé entre un attrait pour la civilisation occidentale et puis une sorte de démarche ou de chemin qui lui serait spécifique. Et ça d'ailleurs, on va le retrouver dans les objectifs de Vladimir Poutine dans nos questions suivantes. Et il y a un autre aspect qui est aussi assez intéressant à souligner, c'est qu'à l'Ouest, et ça c'est souvent peu dit, les Russes ont toujours été agressés. C'est assez intéressant de voir le paradoxe de cet immense empire qui finalement a toujours été sur la défensive. Alors on va citer d'abord des acteurs qui sont plus méconnus par nos étudiants. C'est Charles XII de Suède à l'époque où la Suède était une très très grande puissance, c'est les chevaliers teutoniques. Plus proche, c'est Napoléon, et puis bien sûr, c'est les deux guerres mondiales avec les invasions allemandes. C'est tellement vrai qu'aujourd'hui à Moscou, il y a encore en termes de symboles un obstacle anti-char, un tétraèdre qui marque l'avancée la plus ultime de l'armée allemande. C'est très important sur la question ukrainienne, j'y reviendrai par la suite, parce que en fait, pour les Russes, l'espace a toujours été un allié fondamental pour essayer d'étouffer, finalement d'absorber l'adversaire avant que de le repousser. Donc, on a trois considérations là qui sont importantes pour restituer la Russie. Une considération géographique, une considération historique, sociétale, et une considération de lien par rapport à l'espace. L'accession au pouvoir de Vladimir Poutine et ses propres pratiques serait finalement une conséquence logique des particularités russes. Tout à fait. Trop souvent, on a un peu l'impression que Vladimir Poutine serait une sorte de personnel politique ou de personnage politique non identifié qui serait arrivé par hasard ou par une sorte de caprice du destin. Moi, j'ai le sentiment que grâce à ce qu'on a évoqué précédemment, on peut mieux comprendre l'apparition de Vladimir Poutine. Alors d'abord, il faut rappeler une période, me semble-t-il,
c'est la période de la sortie de la guerre froide. Donc alors soit on se base sur la chute du mur le 9 novembre 89, soit sur la démission de Mikhail Gorbatchev le 25 décembre 91. Donc entre 89 et 91, l'Union soviétique disparaît. C'est très important à rappeler à nos étudiants. Et on rentre dans une période d'incertitude. On rentre dans une période d'incertitude qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui, où finalement on ne sait pas très bien qui va succéder au pouvoir soviétique ou communiste, où d'ailleurs il n'y a pas vraiment de règles. Des anciens apparatchiks du Parti communiste deviennent du jour au lendemain des grands patrons sidérurgiques parce qu'il n'y a pas de loi commerciale. Il y a des mafias qui se mettent en place. Il y a des silos nucléaires qui rouillent sur place. Enfin, il y a une anarchie qui règne en Russie globalement sur toute l'année 90. D'ailleurs, le président emblématique, c'est Boris Yeltsin, et l'image est assez célèbre, on le voit, le moins qu'on puisse dire, quand même assez éméché auprès de Clinton, qui a du mal à réprimer un fou rire qui de fait part. C'est très important à comprendre parce que ça va avoir deux incidences. La première, c'est que les Russes, c'est une époque où ils font la queue 2-3 km devant les magasins pour continuer à se substanter. C'est une époque où ils sont totalement humiliés, parce qu'ils considèrent, d'où la nostalgie qu'on ressent encore aujourd'hui sur l'Union soviétique, qu'avant au moins ils étaient une grande puissance, alors que dans les années 90, non seulement on a une situation économique qui est délabrée, mais qu'en plus ils sont plus rien dans le monde et que tout le monde a l'air de se moquer d'eux à travers le personnage de leur président. Or, Poutine commence à se former à la politique. Il est de la région de Saint-Pétersbourg, au nord de la Russie, à travers cette période-là. Et donc, comme ses concitoyens, il a été marqué par une situation où la Russie paraissait en recul. Puis il y a une deuxième chose qu'il convient de dire par rapport à lui, c'est qu'il a très tôt, alors ça fait un peu partie de la légende que d'ailleurs lui cherche à développer aujourd'hui, voulu intégrer les services secrets à l'époque soviétique, donc le KGB, aujourd'hui le FSB, ce qui veut dire que dans sa carrière, il a été en Allemagne de l'Est et il a été confronté au monde occidental extérieur, ce que peu de Russes avaient l'occasion de faire. Donc c'est quelqu'un qui a une grande culture aussi des relations internationales et du contact avec les autres puissances. Ce qui lui permet, à mon sens, de mieux comprendre comment projeter la Russie aujourd'hui dans le monde et comment remettre la Russie, alors de son point de vue, dans ce qu'il estime légitime dans le monde. Donc on a quelqu'un qui est directement le produit de l'histoire russe, et genre j'invite mes étudiants ou nos étudiants à revoir une scène qui est célèbre et qu'on voit sur YouTube, où d'ailleurs Vladimir Poutine, lors d'une réunion, remet au pas 10 ou 12 chefs d'entreprise, dont notamment un milliardaire, en disant « Vous êtes en train d'affamer le peuple russe, vous êtes en train d'amener une crise en Russie, et moi je vais vous demander de rouvrir les usines que vous fermez, et si vous ne le faites pas, je le ferai même sans votre aval. Et vous avez qu'à signer le contrat qui est sur la table. » Et on voit bien que d'ailleurs, à un moment, il dit à quelqu'un de se lever, il lui donne son stylo, et la séquence finit par la scène assez connue où en fait Poutine dit c'est mon stylo et tu me le rends. Et ça c'est très important parce qu'en Occident on a toujours tendance à insister sur l'aspect autoritaire de son régime, qui est juste, mais dont on dira qu'il est dans la continuité de l'histoire aussi. Et on oublie que pour les Russes, il a été une bouffée d'oxygène et un moment où l'autorité revenait après 10 ans d'incertitude. Enfin, on a du mal à se rappeler aujourd'hui, il y a eu un coup d'État en Russie en 91, il y a eu des incertitudes avec des républiques limitrophes qui cherchaient à devenir indépendantes. Donc pour les Russes, finalement, la priorité c'était que de réinstaller un pouvoir fort qui puisse ensuite prendre des directions politiques. C'est ce en quoi, à mon sens, Poutine est totalement la traduction d'une situation politique réelle, même si pour nous en Occident, elle est déconnectée de nos logiques démocratiques habituelles. Fabrice, y a-t-il des exemples récents à travers lesquels on pourrait tirer des enseignements spécifiques stratégiques? Absolument. Alors il y en a deux qui sont, à mon sens, totalement incontournables. Il y a d'abord la situation de la Russie en Ukraine, et plus particulièrement sur la Crimée et sur Sébastopol. Et puis bien sûr, l'actualité n'a de cesse que nous envoyer des résiliences. Il y a la situation en Syrie. Je m'arrêterai dans un premier temps sur la question qui est relative, si vous voulez bien, à la Crimée et à Sébastopol, parce qu'elle s'est enclenchée en 2014. Ce qui est assez intéressant, c'est que justement on a resitué géographiquement la Russie précédemment. Or la Russie, c'est un paradoxe, car c'est le territoire le plus étendu, mais c'est le territoire qui a le moins d'accès à ce qu'on appelle en géopolitique les mers chaudes. Alors j'explique très vite ce que sont les mers chaudes. En réalité, les mers chaudes, c'est les mers pour lesquelles il est facile de naviguer et sur lesquelles on a accès au globe. Je rappelle que 70% de la planète, c'est de l'eau, et que donc on considère en géopolitique que qui maîtrise les mers, maîtrise la Terre. Donc, en fait, il y a une obsession russe, quel que soit d'ailleurs le régime politique, les tsars, les secrétaires du Parti communiste au XXe siècle, et Poutine aujourd'hui, que de permettre à la Russie que d'avoir accès aux mers chaudes. Et toute la façade du nord de la Russie, en réalité, les mers sont gelées 11 mois sur 12,
Quant à l'Extrême-Orient, Vladivostok, c'est beaucoup trop loin pour que, d'un point de vue logistique, les Russes puissent totalement s'y installer. Donc, traditionnellement, il y a la mer Noire, qui permet ensuite, par le détroit du Bosphore, de rentrer en Méditerranée, puis sur l'océan Indien et sur le Pacifique. Et là, on comprend mieux, en fait, ce qui s'est passé en 2014. J'avais fait partie de ceux qui avaient dit 2 ou 3 mois à l'avance que nécessairement Poutine reviendrait en Crimée. Pourquoi? Parce que la flotte russe a besoin d'un port d'hébergement, et le plus grand port d'hébergement militaire, c'est Sébastopol en Crimée. Donc il était inévitable à un moment que, parce que les Russes souhaitaient se reprojeter sur la façade maritime, qu'ils en soient amenés à retenter de prendre la tutelle de la Crimée, dont je rappelle en plus que c'était une terre ancestralement russe, qu'elle avait été cédée aux Ukrainiens par Khrouchtchev en 1960, parce qu'à l'époque, l'Ukraine appartenait à l'Union soviétique et que donc on était dans la continuité territoriale. Donc en plus, Poutine a eu beau jeu, aux yeux de sa population, que de soutenir le fait que sa démarche était légitime, indépendamment du fait qu'elle poursuivait évidemment une démarche stratégique majeure en termes de géopolitique, l'accès aux mers chaudes. Fabrice, l'engagement russe en Syrie vous paraît-il mettre en exergue un aspect du fonctionnement de la géopolitique et une approche russe de celle-ci? Oui, alors l'engagement russe en Syrie est fondamental parce qu'effectivement, d'abord, ça permet de mieux comprendre ce que c'est que la nature des relations internationales et qui est assez violente, il faut quand même être totalement transparent. Et puis en plus, une démarche russe qui l'intègre totalement et qui poursuit plusieurs objectifs à travers une même démarche. Là, je me méfie toujours un peu des images faciles, mais on voit bien que le sport national en Russie, c'est les échecs. D'ailleurs, je dis souvent à mes étudiants, le premier d'entre eux doit donc être un très bon joueur d'échecs, et que là, en l'occurrence, avec un objectif, Poutine cherche à atteindre au moins 5 objectifs. Alors, d'abord, essayons de déterminer quels sont ces différents objectifs, de manière croissante ou crescendo, c'est-à-dire de ceux qui sont les plus tactiques ou réduits à ceux qui sont les plus stratégiques. D'abord, il faut comprendre que dans la continuité de nos propos précédents, les Russes ont été mortifiés à la fin de la guerre froide, d'avoir le sentiment que d'être rejetés des relations internationales et d'être considérés comme une puissance de seconde zone. Donc le premier objectif de Poutine, quand il intervient en Syrie, fin septembre 2015, quand les Russes, pour la première fois, mettent des forces militaires fin septembre 2015, consiste à repositionner la Russie dans le cœur des relations internationales, à refaire de la Russie un acteur incontournable des relations internationales. Et de ce point de vue-là, c'est une réussite totale, puisqu'aujourd'hui, on n'envisage pas une négociation, quoi qu'en pensent différents dirigeants européens. On n'imagine pas une négociation sans les Russes sur le dossier syrien. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est ce que j'appelle, moi, la stratégie miroir ou la stratégie reflet, c'est que Obama a eu beau jeu de reprocher aux Russes que d'intervenir en Syrie, mais si les Russes sont intervenus en Syrie, c'est parce que lui n'a pas eu le courage d'y aller, malgré le fait qu'en 2013, il avait dit que s'il y avait l'usage d'armes chimiques, ce serait une ligne rouge que les Américains ne laisseraient pas passer. Or, suite à ce qui s'est passé en 2013, pour différentes raisons, les Américains ont tergiversé et ne sont pas intervenus en Syrie. Et donc les Russes interviennent en Syrie pour montrer que les Américains, eux, n'y sont pas. On a donc une sorte de reflet, qui est un classique de les relations internationales. J'agis non seulement pour monter ma puissance, mais ensuite pour montrer que d'autres puissances qui seraient normalement amenées, parce qu'elles sont importantes dans le monde, à agir, ne sont pas là. Donc on a une sorte de logique miroir, ce qui est un deuxième succès en fait. Il y a un troisième point qui est assez intéressant et qui va corroborer un petit peu notre analyse précédente sur la Crimée, c'est que Bachar el-Assad, son père Hafez el-Assad, était un allié de l'Union soviétique durant la guerre froide. Et en réalité, la Syrie est le seul endroit où les Russes ont des bases logistiques maritimes et en termes d'aérodromes. Donc en réalité, c'est le seul pays sur lequel les Russes peuvent s'appuyer pour justement avoir accès aux mers chaudes. Donc là, on est totalement dans une continuité à la fois historique et dans une explication géopolitique, c'est-à-dire que Bachar el-Assad, qui a été formé en partie aussi par les soviétiques, se retrouve allié avec Poutine formé par le KGB il y a 15 à 20 ans. C'est un troisième succès pour les Russes qui peuvent se réimplanter sur les mers chaudes et en Méditerranée en particulier. Mais c'est les deux dernières logiques qui me paraissent beaucoup plus intéressantes. Et c'est là où on voit que Poutine joue avec les médias occidentaux et même avec les dirigeants occidentaux. Plus Poutine intervient en Syrie, plus les Russes interviennent en Syrie, moins aujourd'hui on parle de l'Ukraine. Et c'est ça le véritable objectif en fait de Poutine. Donc là on est vraiment sur un effet domino ou sur un effet d'échiquier où je déplace une pièce, mais en réalité c'est totalement autre chose que je suis en train de viser. Là, les Russes sont présents en Syrie. D'ailleurs, veulent-ils vraiment gagner la guerre ou veulent-ils faire durer le conflit? Quand on regarde bien l'enchaînement des événements depuis pratiquement 18 ans maintenant, on voit bien qu'ils aident Bachar el-Assad considérablement à chaque fois qu'il est fragile, et puis ils ont tendance à prendre du recul à chaque fois que sa situation a l'air de s'être solidifiée. Comme si, en réalité,
le fait de maintenir le conflit intéressait les Russes. Et de fait, l'une des raisons pour lesquelles maintenir le conflit, ça intéresse les Russes, c'est que pendant ce temps-là, plus personne aujourd'hui ne dit rien de l'Ukraine, dont je rappelle qu'elle avait des velléités de rentrer au sein de l'Union européenne en décembre 2013. Permettez-moi d'insister sur ce point parce que tout à l'heure on a dit qu'il y avait un lien particulier des Russes avec l'espace. Si l'Ukraine rentrait dans l'OTAN, le traité de l'Atlantique Nord militaire avec les Américains, ou dans l'Union européenne, Moscou se retrouverait à moins de 600 km d'une frontière considérée comme étrangère. Et ça, pour un Russe, c'est pas acceptable. Ce qui nous amène à la dernière raison pour laquelle Poutine est en Syrie et en Ukraine, c'est parce qu'en fait, même ceux qui s'opposent à Poutine aujourd'hui lui reconnaissent le fait qu'il a redoré la grandeur de la Russie et remis la Russie dans le cœur des relations internationales. Donc en fait, il est plus en train de poursuivre une logique de politique intérieure qu'une logique de politique extérieure. Il va y avoir des élections en Russie en 2018. En plus, le mandat va passer de 4 à 6 ans. Et on peut rappeler qu'en mars 2012, quand il a été réélu, Poutine avait à peu près 60% des Russes qui ont voté pour lui, dans des considérations démocratiques dont on peut considérer que le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elles n'étaient pas optimales, voilà, pour parler par euphémisme. Aujourd'hui, quand des médias occidentaux anglo-saxons font des enquêtes d'opinion, on a 80 à 85% des Russes qui sont satisfaits de la politique étrangère de Vladimir Poutine. Pour un Russe, il n'est pas pensable qu'il y ait un territoire étranger à moins de 600 km de Moscou. Donc en fait, il instrumentalise des questions internationales pour mieux asseoir son pouvoir intérieur. Et ça, de ce point de vue-là, c'est aussi un grand succès. Donc en réalité, pour faire une synthèse, Poutine est en Syrie pour 5 objectifs, et il a atteint les 5 objectifs. Fabrice, pour finir, on pourrait se demander effectivement quel est le but ultime ou réel de Vladimir Poutine. Ça, c'est la question majeure, parce qu'il est évident qu'il a été maintenant élu à plusieurs reprises comme président, et donc ce qui serait intéressant, et ce que beaucoup d'observateurs devraient se poser comme question, c'est effectivement quel est son but. Au-delà de garder le pouvoir, je pense que ce qu'il veut, c'est laisser une trace dans l'histoire, et surtout remettre la Russie au firmament des relations internationales. Seulement, là, il y a une question majeure qui se pose, c'est sur quelle cohérence et sur quelle logique. Parce que là, pour l'instant, Vladimir Poutine, on peut considérer qu'il utilise un petit peu tous les événements pour les retourner en sa faveur, qu'il utilise les circonstances, mais il va falloir qu'il donne une cohérence maintenant à la démarche. Or, au XXe siècle, la cohérence, c'était clairement l'idéologie communiste. L'Union soviétique intervenait au nom de la propagation d'une idéologie marxiste ou communiste. Et aujourd'hui, on sent que Poutine, à travers ces 10 dernières années, il a essayé par petites touches plusieurs logiques, sans avoir exactement encore aujourd'hui décidé de quelle était-elle, parce qu'elles ont toutes des avantages et toutes des inconvénients. Ces logiques, est-ce qu'on peut essayer peut-être de les énumérer pour que nos étudiants par la suite puissent les voir dans les actions futures de Poutine? Bon, d'abord, il y aurait le retour au nationalisme russe. Bon, ça c'est très clair. Seulement, le retour au nationalisme russe, c'est embêtant parce que ça éloigne un certain nombre de peuples qui sont à la périphérie de la Russie et qui ont appartenu à l'Union soviétique que de se retrouver dans le projet. Il y aurait la religion orthodoxe, mais pour les mêmes raisons. La religion orthodoxe, Poutine à un moment a beaucoup relancé, il s'est beaucoup rapproché de l'Église orthodoxe, seulement ça éloigne des peuples qui ne seraient pas orthodoxes, et puis ça remet de façon trop prégnante une logique qui serait d'ordre religieuse. Il y a un courant qu'on appelle le panslavisme. Le panslavisme, c'est issu de philosophie et de partis politiques du XIXe siècle qui ferait l'apologie de la grande Russie, de sa langue, de sa culture, mais qui déborderait la Russie, notamment la Bulgarie. Sur la Pologne, c'est un peu plus compliqué, mais sur des pays baltes, et donc qui permettrait de projeter, on va dire, la lumière de la Russie. Mais là aussi, c'est pas totalement satisfaisant, notamment je parle par rapport aux marches orientales. Alors il y a une quatrième tentation, qui est d'ailleurs assez coutumière chez les Russes, ce serait plutôt de se retourner vers ce qu'ils appellent l'Eurasie, c'est la démarche eurasienne, c'est-à-dire en gros, on retrouve ça un peu dans les poésies de Gogol. L'idée, c'est de dire, bon, on a une part d'occidentalité, mais on a une vraie spécificité, et nous, on veut s'attacher à cette spécificité. Ça permettrait d'ailleurs à la Russie de se tourner vers son voisin chinois et de montrer une certaine caractéristique. Et puis, il y a une dernière tentation, alors là, qui est totalement antinomique, et qu'on ressent dans certains discours de Vladimir Poutine, qui consiste à dire qu'il est le dernier pouvoir fort en Occident, et que donc paradoxalement, c'est lui le dernier rempart de la civilisation occidentale face à des menaces extérieures. Alors là, ce serait totalement un contre-pied, parce que ça sous-entendrait que la Russie, loin d'être une Russie eurasienne, serait une Russie totalement occidentale, et c'est assez intéressant parce qu'on voit bien que c'est quand même un discours
qui arrive à tenter ou à être entendu dans une certaine partie des populations dans l'Union européenne, une partie des populations qui aimeraient bien un pouvoir fort ou qui se retrouvent dans ce discours de Vladimir Poutine. Donc là, il va avoir un choix à faire, parce qu'à un moment, il va falloir faire une cohérence sur toutes ces actions, au-delà que de se maintenir au pouvoir. Ce qui me paraît important à dire en guise de conclusion, c'est qu'en tout cas, Poutine se veut la synthèse de toute l'histoire russe, à travers les tsars d'une part, et à travers le système soviétique. Il avait dit une phrase qui était assez jolie, « Quiconque ne pleure pas la mort de l'Union soviétique est un assassin, quiconque veut son retour est un imbécile. » Donc en fait, il s'appuie sur l'histoire pour se projeter au XXIe siècle. Et ça, on le voit bien à travers les symboles. Quand on regarde l'hymne russe remis en place dans les années 90, c'est en réalité l'hymne soviétique, avec exactement la même mélodie, mais avec des paroles qui ont été changées. Quand on regarde le drapeau, c'est aujourd'hui le drapeau de la Russie. D'ailleurs, quand Poutine se déplace, il a carrément l'aigle bicéphale qui date de l'époque des Romanov. Mais on remarque aussi que sur les avions russes, il y a toujours l'étoile rouge des avions soviétiques. Donc il est dans la volonté que de faire une synthèse sur la totalité de l'histoire du peuple russe pour que les Russes le suivent davantage et qu'ils puissent définitivement ancrer la Russie comme un acteur majeur au XXIe siècle. Merci Fabrice, nous étions ravis de vous retrouver pour cette troisième séance. Si vous avez aimé cette vidéo, nous invitons de nouveau à la partager, à la liker, et on se donne rendez-vous dans une quinzaine de jours pour une nouvelle séance de Il était une fois la géopolitique.